coup, bonjour Damien, et merci du coup d'avoir accepté mon invitation. Peux-tu du coup te présenter rapidement? Bonjour Morgane. Donc je suis Damien Falkowska, je travaille chez BlackRock au champ du service localisation et j'ai aussi une activité parallèle qui s'appelle Monsieur Damien où je fais de la médiation par le jeu et je suis basé sur Vichy et un peu Clermont-Ferrand. D'accord. Du coup, pour la localisation chez BlackRock, que du coup, comment ça se passe? Ça consiste en quoi du coup de travailler dans la localisation? Alors, il y a deux parties. Il y a une première partie, c'est le sourcing. Donc le but, c'est de trouver des jeux d'éditeurs étrangers qui sont directement à l'étape de jeu fini. Et les jeux d'éditeurs étrangers qu'on peut amener en France. Nous, après, les jeux qu'on trouve après chez BlackRock, après, on les propose aux éditeurs qui sont distribués par BlackRock. On voit avec eux s'ils veulent faire des localisations, s'ils veulent transformer le fichier pour après importer le jeu en France. Et si c'est pas le cas, s'ils peuvent pas ou s'ils veulent pas, on peut le faire aussi directement. Donc, on peut localiser directement des jeux, c'est-à-dire après de faire la version française pour la mettre sur le marché français. D'accord. Du coup, et vous avez du coup un catalogue d'éditeurs étrangers ou vous cherchez vraiment chez tous les éditeurs On a les deux, on a des partenaires qui sont des partenaires historiques, donc on voit tout le temps, qu'on voit même plusieurs fois dans l'année, et hors salon, on rencontre aussi hors salon, qui viennent des fois nous présenter des jeux directement au siège de BlackRock. Et sinon après aussi, au moment des grands salons comme on va avoir Nuremberg dans pas très longtemps en janvier, après il va y avoir un Gen-Con cet été et ensuite Essen en octobre. Et donc là on regarde tout ce qui sort et on va voir tous les éditeurs qu'on peut, ou tous les jeux qu'on peut, en tout cas ce qu'on aurait sélectionné. Donc ça nécessite pas mal de travail, surtout pour SN. Typiquement, on va éplucher les 1300 fiches de BGG, tout ce qui est présenté à SN, et on va voir qu'est-ce qui peut être pertinent pour le catalogue BlackRock. D'accord. Et du coup, à peu près par an, vous sortez combien de localisations Tout dépend, généralement une dizaine, en comprenant les jeux qui sont localisés par nos éditeurs. Typiquement, là, il va y avoir bientôt Flip Seven, c'est un jeu édité par Catch-Up. Là, il y a le jeu Cachamot qui sort aussi, ça vient aussi d'une localisation aussi. Ça, c'est des jeux qui sont issus de rendez-vous qu'on a pu faire. Et après, les jeux ont été pris par les éditeurs. D'accord. Du coup, en fait, parce que moi, par exemple, tu parles de Cachamot, c'est le jeu qui sort chez Banquise, c'est ça? C'est ça, exactement. Moi, j'avais l'impression, du coup, je savais pas que c'était une localisation. Du coup, c'est un jeu qui est déjà sorti dans un autre pays, vous proposez à l'éditeur, et lui, le retravaille un peu la version française pour que ça fonctionne, c'est ça? Voilà, là, typiquement, pour Cachamot, c'était l'éditeur qui a fait aussi le jeu Wither Cup, qui a fait un jeu japonais qui s'appelle Ren Ren. Et en fin de compte, on avait récupéré ces jeux-là. Bertrand avait repéré aussi, Bertrand, qui est l'éditeur de Banquise, avait aussi repéré ce jeu dans sa liste. Donc, comme ça tombait bien. Lui, il l'avait repéré. Nous aussi, au sein de notre liste, on l'avait repéré. Et comme ça, on a pu tester le jeu ensemble. Et on se dit, effectivement, que le jeu qu'il avait du potentiel. Mais ce jeu-là nécessitait vraiment un gros travail de niveau de l'édition. Donc après, c'est Bertrand qui a pris la main sur le projet, qui a tout fait. Et du coup, j'imagine aussi que vous devez aller parfois dans d'autres pays pour essayer de découvrir des cultures, parce que on va dire le jeu de société, que ça soit c'est hyper développé au Japon ou même des fois en Corée, mais avec le jeu français ou même le jeu européen, c'est pas les mêmes cultures. Donc vous essayez quand même de trouver des jeux qui s'adaptent, on va dire, à la culture française et à la culture européenne, j'imagine. Oui, on a constaté qu'on voit une différence vraiment entre la partie jeux européens, jeux américains et jeux asiatiques. Donc, typiquement les jeux japonais ou les jeux coréens, on voit vraiment des différences. Maintenant, on sait qu'on s'oriente plus sur l'Asie, car c'est là qu'il y aura des nouveautés, des jeux qu'on n'aurait jamais vus ou des systèmes qu'on n'aurait jamais pensé. Et donc, on se base vraiment sur les grands salons. Typiquement au Japon, il y a la Tokyo Game Market qui va arriver au mois de mai aussi. C'est là qu'on peut trouver des jeux aussi. Mais il y a tellement de grandes différences entre les jeux japonais et les jeux européens que là, ça nécessite un très gros travail après derrière d'adaptation. Typiquement, Cocktail Game est très friand de jeux japonais. Trio, ça vient du Japon. Et après, il y a un gros travail d'édition derrière. Oui, pour que ça soit, adapté à la culture, on va dire, du pays, quoi. Exactement, oui. Et du coup, j'ai vu que tu étais aussi allé à un festival en Afrique.
Je sais plus si c'était au Sénégal, je crois. C'est ça au Sénégal, oui. En compte, on était invité par la ville de Dakar. BlackRock était invité à la ville de Dakar, par la ville de Dakar pour faire la première édition d'un festival, car pour mettre le jeu au cœur de la Médina à Dakar. Là, on s'est rendu compte qu'au Sénégal, déjà, le jeu était juste considéré que pour les enfants et que pour les vieux. C'était les vieux qui tapaient les cartes et les enfants qui jouaient. En gros, ils ne connaissaient pas du tout cette version de jeu pour tous. Donc, c'est ce qu'on essaie d'amener aussi directement là-bas aussi. Donc, on est dans la création de festivals. Donc, on est venu avec des jeux. On a formé les animateurs qui étaient sur place à tous les jeux qu'on avait, et aussi bien des jeux BlackRock que des jeux de milliards de chez Cocktail Game, ou d'autres jeux aussi qui étaient amenés par tous les Européens. Et on a pu après montrer que le jeu était vraiment pour tout le monde. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que en Afrique, vous êtes déjà tombé sur des jeux possibles à distribuer, ou non, c'est pas encore assez implanté Pas encore, mais ça va venir, parce qu'on a certains pays qui commencent à devenir joueurs. Et typiquement, le Sénégal, ça commence un petit peu. On a aussi pas mal au Nigeria aussi. Au Nigeria, voire Côte d'Ivoire aussi, toute la côte. Toute la côte là, on a commencé à avoir un petit peu de ressources au niveau des jeux. Ça commence à arriver. Donc là, pour l'instant, c'est encore en stade un petit peu. C'est que dans les débuts pour l'instant, mais on surveille aussi parce que on peut avoir de bonnes surprises. Oui. Ouais. Après, de toute façon. L'avantage et l'inconvénient quand il y a des nouveaux marchés, c'est que faut que ça se développe, mais l'avantage c'est que comme ils connaissent pas forcément ce qui existe, il peut avoir une mécanique jamais faite qui sorte du lot, quoi. Exactement, c'est ça la nouveauté. Ouais, c'est ça, quand on n'est pas forcément influencé sur ce qui se passe, on peut créer des choses nouvelles aussi. Donc c'est toujours super intéressant. C'est sûr. Ok. Très cool du coup pour cette partie de BlackRock. Du coup, pour la partie un peu médiation par le jeu, en quoi ça consiste ça consiste à partir du principe que les jeux, ce sont des outils et que grâce aux jeux, on peut faire passer pas mal de messages. Et aussi bien pour le point de vue pédagogique, je pense que non, c'est plus à démontrer, mais voilà, que le jeu, en jouant, on peut apprendre des choses. Et aussi bien aussi sur le côté social, même de l'apprentissage sociétal, en gros, comment apprendre à vivre en société. Grâce aux jeux de société, on peut l'apprendre. C'est un constat un peu bête quand on est dans ce milieu-là, mais quand on applique ça à des enfants qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui ont des difficultés sociales, on peut leur apprendre grâce au jeu à aller mieux et à mieux se comporter en société. Ça, c'est une première chose sur cette médiation pédagogique. On peut aussi faire une médiation. Nous, on travaille avec des hôpitaux sur première chose sur la remédiation cognitive. C'est quoi? C'est la rééducation. On fait de la rééducation. T'as un problème, un traumatisme crânien. On fait de la rééducation avec des jeux. On fait des jeux pour que le cerveau se réhabitue à utiliser ses fonctions. D'accord. Pour que ça soit, que la mécanique se remette en place et que toutes les différentes étapes cognitives puissent s'améliorer. C'est ça, exactement. Et aussi pour l'autre point de vue aussi qu'on travaille aussi avec les hôpitaux sur le point de vue de je travaille avec l'hôpital de Vichy. On va compte l'équipe soignante s'est rendu compte que le comportement d'une famille, d'une fratrie autour d'un jeu de société, on peut l'appliquer ce comportement-là, un comportement de tous les jours dans la famille. Et donc là, maintenant, l'hôpital de Vichy a créé des séances de jeux en famille où les familles jouent. Donc les enfants, généralement les patients sont des enfants qui ont des problèmes des problèmes. Et on invite les familles et les frères et sœurs aussi à jouer. Et tout ce qui est le corps enseignant le corps soignant va observer ce qui se passe autour du jeu. Donc c'est moi qui, en gros, avec mon équipe, on va animer des jeux de société. Les soignants vont observer ce qui se passe. Ils vont tenir des conclusions pour après peut-être améliorer leurs soins ou améliorer après les conseils qu'ils peuvent donner aux parents sur le comportement qu'ils ont face à leurs enfants. Ok, donc ça permet du coup effectivement de voir s'il y a des en vrai je suis assez d'accord avec ça parce que ça permet de voir dans une famille s'il y a un peu de nervosité, un peu ou une personne qui est plus en retrait ou des choses comme ça. C'est vrai que souvent on joue un peu comme on est. Exactement. C'est ça. Si on est un peu calme, un peu introverti, et des fois sur certains jeux on va être plus en retrait, alors que si on est plus on va dire extraverti ou
où on aime bien un peu se fight, des fois on va se mettre plus en avant. Donc c'est vrai que il y a quand même un parallèle avec ça. Et du coup ce projet, pour l'instant tu le fais avec l'hôpital de Vichy, mais est-ce que tu l'as proposé aussi à d'autres hôpitaux en France Alors, non, parce que là, c'est vraiment pour l'instant un process qui est fait par l'hôpital de Vichy. D'accord. D'ailleurs, donc là, ils ont fait une sorte de, je sais pas exactement comment ça fonctionne, parce que je suis pas médecin, mais en gros, c'est donc là, ils ont même fait des analyses, et ils ont même fait des articles pour dire voilà, cette méthode-là fonctionne. Et d'ailleurs, ils vont donner une conférence au FIGE, donc au Festival des Jeux de Cannes, et ils vont donner une conférence là-dessus. Sur voilà, ça fait 5 ans qu'on travaille dessus, donc on va pour démontrer à tout le monde comment ça fonctionne et quelles sont leurs conclusions. Et du coup, j'ai vu aussi que t'avais aussi, tu faisais un partenariat avec l'Inde. Du Oui. coup, avec ça, et du coup, ça consiste en quoi? Bon, en gros, là cette partie-là, c'est en gros, c'est quand on est en Inde, dans beaucoup de pays, on fait du français langue étrangère. Donc, c'est comment apprendre le français en langue étrangère. Voilà. Et on va compte, on utilise le jeu aussi pour apprendre du français. Je suis déjà parti en Inde il y a quelques années pour initier des des professeurs de français à utiliser des jeux en classe, donc quel que soit le niveau débutant, le niveau expert en français, et comment utiliser le jeu voilà, pour apprendre du vocabulaire, pour apprendre pas mal de choses au niveau du français. Cette formation où j'avais fait, ce voyage ou cette formation que j'avais fait, en gros, a perduré pendant 4 ans. Et maintenant, on a un nouvel accord dans une nouvelle école qui est beaucoup plus grosse avec quasiment 1500 élèves. Et le but, c'est d'accompagner ces profs de français à utiliser des jeux, donc aussi bien des jeux qui existent déjà ou prendre des morceaux de jeux en partie et créer des ateliers grâce à des jeux pour pouvoir vraiment apprendre le français. Bah, du coup, c'est intéressant parce que j'ai vu aussi du coup que BlackRock était un peu partenaire. Ah, je crois que c'est Entraide ou non. Un jeu dans ma classe. Ouais, c'est ça, un jeu dans ma classe. Exactement. Dans ma compte, on est pas mal chez BlackRock à avoir le même constat que, en gros, que le jeu peut aider à l'éducation et aider en classe aussi. Et un jeu dans ma classe, c'est un projet porté par Thibaut Quintins, qui est aussi l'éditeur de Acting Game, qui a fait le jeu typiquement Feelings, qui est vraiment aussi très utile en classe. Et donc là, ma compte, c'est d'utiliser des jeux qui sont dans le commerce, qui sont distribués par BlackRock ou pas d'ailleurs, en classe, avec des fiches faites par les enseignants pour dire voici ce jeu, voici comme vous ne prenez pas les règles exactement, vous les modifiez, voici comment modifier ce jeu-là pour pouvoir utiliser en classe et pour pouvoir utiliser telle capacité ou telle partie du programme. Ok, donc ça permet du coup de mettre le jeu dans le programme scolaire. Exactement. Et du coup de développer telle ou telle capacité que les enfants ont besoin à tel ou tel âge. C'est ça. Ok. Et du coup, ce projet, c'est un projet que vous développez depuis longtemps. Est-ce qu'il y a des retombées aujourd'hui parce que moi, par exemple, je j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, en France, que le jeu soit hyper implanté à l'école. Alors après, pour le projet Un jeu dans ma classe, ça se développe, c'est long, parce qu'en compte, il faut arriver à rentrer dans les classes. En compte, c'est en sensibilisant les enseignants qu'on y arrive. On arrive de plus en plus. Et maintenant, ça vient de plus en plus quand même, parce qu'en gros, les nouveaux articles qui arrivent ont cette mouvance ou cette idée d'utiliser du jeu dans les classes, et ça rentre au fur et à mesure. Donc autant les anciennes, on va dire, les profs de l'ancienne école, non, pour ils comprennent pas trop, mais pour tous les nouveaux arrivants, maintenant, ça fonctionne très bien, et ça commence au fur et à mesure, et que même si on le voit pas, même si on n'a pas forcément le sentiment qu'il y en a, je pense que maintenant il y a pas mal d'enseignants qui utilisent du jeu pour faire apprendre. Ok. Et du coup, le service là, que tu me disais un peu que tu faisais en Inde, tu le fais aussi dans plusieurs pays ou non, pour l'instant, reste... Non, c'est vraiment marqué sur l'Inde pour l'instant, parce que je fais beaucoup de choses différentes. Donc, ouais, c'est déjà pas mal. En plus, donc c'est pour ça, c'est resté sur l'Inde, parce que déjà, j'ai eu des connaissances là-bas, j'ai eu des réseaux là-bas, et voilà, autant bien faire les choses en Inde déjà, et après voir comment faire pour étendre le projet. Bah, c'est vrai que tu dis que tu fais pas mal de choses. Quand j'ai commencé à préparer un peu le premier lancer, au début, moi, j'avais vu que Antise. Après, j'ai vu localisation sur BlackRock, et après, je suis tombé du coup sur la médiation. Je me suis dit bon, les journées ont 24 heures, mais tu dois pas t'ennuyer. C'est ça, exactement. Ouais. Je vais pas m'ennuyer. Après, tout est complémentaire, parce que c'est vraiment le point de base, c'est le jeu.
donc le jeu partout pour tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que les journées, elles sont vraiment toutes différentes et au moins ça donne du sens à ce que je fais. Typiquement, si je suis, en gros, on va travailler sur un jeu chez BlackRock pendant toute la journée. En fin de journée, je vais être en classe avec des enfants qui n'ont jamais vu aucun jeu pour les aider à en gros aller mieux. Et après, même le soir, je vais travailler peut-être avec une ville pour créer une version d'un jeu géant pour mettre en valeur du patrimoine, choses comme ça. Ou voir après, je vais être en direct avec l'Inde aussi sur un projet. Effectivement, les journées sont très longues, mais c'est très enrichissant. Et surtout, comme on va dire, c'est de la chance de travailler un peu dans sa passion, parce que j'imagine que tu es passionné par le jeu de société, si tu fais tout ça autour du jeu de société, et c'est toujours gratifiant et puis épanouissant de travailler dans sa passion, et aussi du coup c'est intéressant du coup d'avoir la partie travail, on va dire, qui est localisation, chercher des jeux, et la partie aussi plus sociale, avec dans les hôpitaux, les écoles et tout. Je trouve ça vraiment intéressant je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, merci. Ouais, c'est vrai que c'est une approche complète, et voilà, c'est vraiment ce qui est important, c'est vraiment, je trouvais, c'est donner du sens à ce qu'on fait. Et donc là, je trouve que j'ai bien ma place et j'ai vraiment du sens dans mes actions. Et du coup, tu parlais du coup de la valorisation du patrimoine par le jeu. Du coup, j'ai vu que tu faisais pas mal de jeux pour les villes, pour les communautés territoriales, où tu développes le patrimoine. C'est ça, en gros, le principe, c'est que... Typiquement, c'est que on utilise les jeux en format événementiel, donc avec une troupe de théâtre ou pas, ou en jeu, pour mettre en valeur un lieu ou une histoire, donc aussi bien un lieu fixe, donc ça peut être un château, généralement c'est ça, ou alors directement la ville, ou alors un autre message qu'on peut porter. Et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est des commandes en gros faites par les collectivités ou par d'autres organismes, même par les festivals ou choses comme ça. Et quand on arrive sur un lieu, nous, bah voilà, voici le lieu, qu'est-ce que vous voulez faire pour faire venir des gens? Et donc c'est intéressant, après on part de rien, on crée des histoires, on crée des immersions, on crée des choses pour créer un événement autour de ce lieu et pour que les gens découvrent une partie de l'histoire ou découvrent une partie du patrimoine tout en s'amusant. Mais du coup ça c'est plus jeu de rôle, escape game ou Ouais, c'est plus des jeux de piste ou des enquêtes théâtralisées, donc c'est un peu comme une sorte de Cluedo géant avec des comédiens, donc vous arrivez sur place, il y a un drame qui se produit comme par hasard, et vous devez interroger des suspects qui sont des comédiens qui font de l'improvisation. Et vous devez interroger des suspects et après en tirer les conclusions pour savoir qui parmi tous les suspects a commis le crime. Ou alors, c'est pas des jeux de piste à l'échelle de la ville ou en vidéo ou pas vidéo, théâtralisé ou non, pour voir différents points de la ville et créer une histoire autour de ça. Et du coup, toi, dans ça, tu es souvent auteur de ces jeux, où tu travailles en équipe, mais du coup, tu écris l'histoire ou tu écris la mécanique, comment ça se passe? Alors, c'est pas moi qui... généralement, quand c'est les enquêtes théâtrisées, moi, j'écris pas les mécaniques. Donc là, je travaille avec Bénin Crowley qui écrit des scénarios qui metteuse en scène de théâtre. Okay. Donc en gros qui est vraiment reporté comme une pièce de théâtre. Et moi je m'occupe plus de la partie game design, on va dire la partie comment écrire le jeu là-dedans. Et après gestion de l'événement directement quand on fait un événement avec 200-300 personnes, bah voilà comment gérer tout ça. Et du coup pour cette partie, il y a quand même une grosse demande des collectivités, et je pense que de plus en plus, parce que c'est quand même les villes, j'ai l'impression, en tout cas dans ma ville ou même autour de moi, j'ai l'impression que c'est de plus en plus développé, que c'est de plus en plus demandé en fait les choses comme ça. Exactement. En tout cas, on va dire que au moins dans le secteur auvergnat, donc moi je sais qu'on n'a pas besoin de faire des demandes, on est quasiment complet un an à l'avance au niveau des demandes, parce qu'au niveau des activités, parce qu'il y a toujours des dates phares, des choses après qu'on refait des années sur d'autres aussi. Donc il y a une réelle demande, et aussi c'est aussi maintenant un nouvel aspect, une nouvelle façon de visiter des lieux, je pense. Pour éviter de faire des choses un peu ennuyeuses, on met du jeu partout, donc on peut mettre du jeu là, on peut mettre du jeu aussi pour faire des visites. Maintenant dans toutes les villes vous avez des escape games pour visiter, t'as plein de choses comme ça. Ça rentre vraiment dans l'air du temps. Ok. Et j'avais vu passer que vous avez fait un micro-macro géant, je crois que c'était au Canada. Oui. Ça peut vous arriver qu'on vous demande du coup
coup de faire un jeu pour la ville, mais avec une licence qui existe? Ça peut arriver, oui. Alors, pour l'instant, c'est qu'au début, nous, là, pour Micro Macro, on avait fait avec BlackRock pour pouvoir mettre en avant le jeu à Cannes. Donc, on avait fait Micro Macro dans la ville de Cannes. On l'a même fait 2 fois de suite. On l'avait fait pour le Hellfest. On l'a fait pour le Flip aussi de Parthenay. Et donc aussi, après, même la ville de Montréal pour le festival Juste pour Rire avait demandé comment faire ce jeu-là. Donc, ça peut venir. Je pense qu'on est vraiment au tout début de ce type d'événements et de partenariats licence de jeux avec des villes, mais je pense vraiment que ça sera vraiment à développer et que au fil des années, il y en aura de plus en plus. Après, c'est vrai que même aujourd'hui, le monde du jeu est en plein développement, mais on est encore, par rapport à, si on compare par exemple au monde du jeu de vidéo ou même au monde du livre, c'est encore un embryon, c'est encore un enfant, le monde du jeu, et on sent qu'il va se développer, qu'il y a encore plein de choses à faire autour de ça. Ah, c'est sûr, c'est que le début, et maintenant c'est qu'il y en a de plus en plus, et ça rentre dans la culture, c'est ça qui est intéressant. En plus, là, je parle vraiment du jeu en général. Moi, un truc qui m'a marqué, c'est pour l'ouverture des JO, il y avait le personnage d'Assassin's Creed qui se baladait pendant tous les JO. Oui. Et je me dis, tiens, on met du jeu vidéo dans les JO, donc question du jeu sportif. Donc voilà, ça y est, maintenant le jeu arrive. Le jeu arrive partout et c'est normal. Et donc ça, c'est génial. Je pense que au fur et à mesure, il y en aura de plus en plus et que les jeux sociaux vont avoir des grosses licences, ça passera même à la télé, choses comme ça. Et que après, voilà, il y aura du jeu dans tous les domaines et ça sera normal. En parlant de jeux à la télé, là déjà il y a eu il y a pas très longtemps les Loups-garous qui sont passés en jeu à la télé. Il y a eu je crois Tu te mets combien qui est passé ou qui va passer, je sais pas, à la télé. Rien que ça, déjà ça annonce un peu la couleur que c'est en développement. Exactement, non, je trouve ça tellement bien de voir apparaître ça. Je veux dire, ça y est, maintenant, c'est vraiment partout et que même dans notre monde de joueurs, on pense que tout, c'est déjà tout, on fait déjà tout. Il n'y a pas trop de renouvellement. Je dis, si, maintenant, ok, il y a 65 millions de personnes à toucher, on est large, on peut y aller, donc autant faire des jeux à la télé. Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai que nous, en tant que joueurs, et puis dans notre microcosmos, on a l'impression que il y a tout le monde qui joue, et en vrai, non. C'est ça, exactement, c'est ça. Non, enfin, quand on peut y aller encore, pour que tout le monde connaisse. Ok. Et du coup, je rebondis sur ça. Toi, tu es arrivé un peu comment dans le monde du jeu? Comment ça a commencé? Comment t'es en arrivé là? Alors moi, c'est par passion. Depuis que c'est, en gros, j'ai commencé petit avec des jeux, donc avec les jeux Warhammer, donc c'est le jeu de figurines. Et à savoir que là, j'ai plus de 40 ans et je joue encore, et toujours avec le même joueur, imagine, ça fait très longtemps. Et ça, après, j'ai commencé par ça directement. Et ensuite, après, au lycée, j'ai monté un club de jeux de société. Donc à l'époque, c'était Camelot, Elixir, je sais pas de bêtises, Guillotine, les services compris. Et on faisait jouer à ça, commencer un petit peu au lycée à faire jouer les autres copains à ces jeux-là, pour montrer qu'il y avait des choses qui étaient assez cool et qu'il n'y avait pas que le Monopoly. Donc c'est toujours resté un peu depuis cette époque, c'est toujours resté une des passions et surtout un moyen de s'occuper, quoi. Donc voilà, les loups-garous géants, déjà à l'époque on en faisait aussi. Et avant, moi j'étais dans l'automobile, donc absolument rien à voir du monde du jeu. J'étais dans l'automobile, je gérais des garages, des centres auto, j'avais 2 garages à ma charge. Et pour détendre mes équipes, je faisais des jeux. Voilà, je faisais de l'animation et j'en faisais des moments de jeu alors que c'était pas encore à l'époque. C'était pas très connu, voilà, on jouait un petit peu, on faisait un peu de Time's Up, on faisait Aventurier du Rail pour les experts. Les canaux, on jouait à ça un petit peu, ouais. Exactement. On jouait à ça déjà il y a vraiment pas mal d'années. Et ensuite, j'ai voulu arrêter l'automobile. En parallèle, je commençais à faire des animations dans un magasin de jeux qui était à Clermont, le magasin Labyrinthe, où j'avais inventé le personnage Monsieur Damien, où je faisais des animations en costard et j'ai animé des jeux de société sur sa table les samedis après-midi. Alors que la semaine complète, j'étais dans le garage et le week-end, j'allais faire des animations pour démontrer les jeux. Et c'est vraiment que de là qu'est partie l'envie de faire quelque chose avec des jeux. Ok. C'est vrai que l'histoire est... le chemin est étonnant. C'est ça. Mais après, en vrai, c'est drôle que tu dises que tu es dans l'automobile parce que moi, avant de devenir monteur, j'étais aussi... je travaillais... c'était pas exactement pareil, mais j'étais ingénieur, dessinateur, projeteur dans l'automobile. Je faisais aussi des sièges automobiles. Et je me suis dit, au bout de 3-4 ans...
ouais, c'est cool, mais en vrai, je me vois pas faire ça toute ma vie. J'ai toujours eu la fibre artistique, ou me créer des histoires, et je me suis dit, je veux faire un truc de création. J'ai commencé par la photo, après je suis arrivé dans l'audiovisuel, et qui sait, peut-être un jour j'irai aussi dans le jeu de société, parce que ça a aussi un monde qui m'intéresse de plus en plus. Non, mais c'est ça, c'est l'évolution, et surtout quand on se dit, bon, on se fait une sorte de pause, on dit, ok, ce que je fais, ça me convient pas, c'est pas ça que j'aspire, il faut que je trouve autre chose pour pouvoir changer, pour trouver quelque chose qui me corresponde plus. Du coup, j'ai vu, je sais pas s'il est déjà sorti ou il va sortir. Je pense qu'il va sortir. Antise. Du coup, si tu peux nous parler un peu de l'aventure de ce jeu. Oui. Donc Antis, c'est un jeu co-créé avec Marc-Antoine Doyon, qui est à Montréal. C'est un jeu qui va sortir, il va sortir le 7 février. Donc il va pas tarder à sortir. C'est un jeu d'ambiance qu'on a créé. En gros, c'est un cache-cache dans le noir. Voilà. C'est un jeu qui joue de 6 à 12 joueurs, et dont l'idée, c'est qu'on a notre maison ou dans un lieu qui est possédé par un esprit. Et le but, c'est d'arriver à exorciser exorciser ce lieu. Pour faire ça, quand on va jouer, il va y avoir un maître de jeu, il va y avoir une partie des joueurs qui seront des gens qui sont possédés par la maison. Donc ces gens-là vont recevoir une carte de gage à faire. Une sorte de rôle, c'est un jeu à rôle caché, du coup, c'est ça? Oui, mais on sait qui est possédé, on sait qui est. Voilà, donc en gros, à répartition, c'est très simple, c'est un joueur sur deux est possédé, les autres joueurs, ce sont des sauveurs, ce sont des gens qui vont essayer de sauver les gens qui sont possédés. Les possédés, eux, ils vont avoir une carte de mission avec un gage à faire. D'accord. En présence des autres joueurs quand il y a des autres joueurs. Ces possédés-là, ils vont partir dans le lieu, ils vont partir dans une autre pièce, ils vont partir dans un autre endroit du lieu, ils vont faire leur gage. Et en attendant que quelqu'un vienne les libérer. Les sauveurs, eux, ils vont aller à leur rencontre, et ils vont tout faire pour essayer d'interagir avec eux, pour essayer de comprendre comment faire pour les libérer. Par contre, s'ils font certaines mauvaises actions, ils peuvent être coincés avec eux. Okay. Concrètement, comment ça se passe? Je suis un possédé, j'ai une carte. Ça me dit, va dans sors de cette pièce et commence à danser. Et tu invites les gens à danser. Si quelqu'un vient danser avec toi, tu es libéré. Si quelqu'un refuse, il reste avec toi aussi. Donc, imagine bien que quand tu pars sauver les gens, tu vas voir quelqu'un qui va commencer à danser, et tu te dis pas, est-ce que je dois danser avec lui? Lui va me dire, est-ce que je dois faire ce qu'il me dit? Est-ce que je dois pas faire? Qu'est-ce que je dois faire pour le libérer? Oui, est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent te bloquer ou te débloquer, mais exactement. Ça te met une petite question, tu sais pas, quoi. Exactement. Okay. C'est-à-dire que bien sûr que le jeu se joue dans le noir. C'est ça qui fait tout. Le jeu se joue dans le noir, et seulement on est justement éclairé par la lueur de son écran de téléphone. Donc quand on est dans une maison dans le noir, quand on se balade et on trouve dans un coin de la salle de bain un gars qui est dans la douche en train de danser, on demande qu'est-ce qu'on doit faire. On dit ouais, vas-y, on danse pas, qu'est-ce qu'on fait? Et si jamais on est bloqué avec lui, le maître du jeu qui avait envoyé 5 personnes pour libérer les 5 autres, il n'y en a que 3 qui reviennent, il dit où sont passés les autres? On commence à comprendre qu'on n'est plus que 4 maintenant, on était 10, on n'est plus que 4, c'est comme ça de compliqué. Donc il y a un effet vraiment de pression qu'on fait tout seul, et voilà, le fait qu'on joue dans le noir, et ça fait une immersion. Ça fait une immersion. Ça peut faire des parties d'anthologie, rien que le... Exactement, le principe c'est vraiment de créer des souvenirs et créer des émotions. Typiquement, genre quand on fait une partie de dentiste, tu en reparles le lendemain, le surlendemain, et même nous, on se rappelle de nos premières parties qu'on a faites il y a des années, et on s'en souvient des moments clés qui sont un peu bizarres, et on s'en souvient. Quoi. Et en termes de rejouabilité, est-ce qu'il y a beaucoup de gages ou c'est toujours plus ou moins, il y a 10 gages, c'est plus ou moins toujours les mêmes? Déjà, il y a beaucoup de gages. On a créé des modules en fonction de est-ce qu'on veut des gages où on peut jouer dehors, on peut jouer à l'intérieur, des gages où on peut toucher les gens. Et en plus, tous les gages, ils sont toujours en double. C'est-à-dire que typiquement, le fait de danser, si tu danses, soit tu libères, ou si tu danses, t'es bloqué. Il y a l'antagoniste, du coup, t'as toujours ce... comment il réagit, est-ce que j'y vais pas, quoi. C'est ça, et même une partie à la suite, tu vois, deux fois même, ça peut arriver, on a déjà vu faire. Voilà, le gars, tu le libères, me dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un autre qui danse à côté? Est-ce que c'est le même ou pas? Et voilà, on se pose encore la question. Donc, normalement, il y a assez de rejouabilité pour pouvoir rejouer un bon nombre de fois. Ok, et du coup, ce jeu, tu le développes depuis combien d'années à peu près? Donc l'historique, c'est que c'est un jeu, moi je faisais ce type de jeu dans les animations pour Halloween, pour faire visiter des châteaux. Donc on faisait une sorte de jeu comme ça un petit peu, qu'on inspiré de pas mal de jeux différents. Et après, c'est depuis 2 ans et demi, j'espère que je ne dis pas de bêtises au niveau des dates, qu'avec Marc-Antoine, on s'est dit, vas-y, c'est parti, faut qu'on crée un jeu
à la base de cet événement, il faut qu'on crée un jeu de société et on se donnait l'objectif de présenter ça à Cannes 2023 à des éditeurs. Et à partir de là, on a vraiment commencé à travailler à fond sur le jeu. Lui à Montréal, moi sur place, en faisant tester un maximum de choses, en modifiant des choses, en rajoutant. Comme c'est un jeu qui joue vraiment avec les joueurs et sur du vécu, c'est pas des calculs mathématiques pour ajuster le jeu, donc il faut vraiment tester, quoi. C'est sûr, en plus, on va dire, c'est le type de jeu qui peut changer de tout au tout selon les joueurs avec qui tu es. Exactement. Parce que le jeu peut ne pas trop fonctionner si t'as des joueurs qui sont pas réceptifs, et ça peut être genre une partie mémorable si t'as les bons joueurs qui sont réceptifs, quoi. C'est ça, des bons joueurs. Et aussi un truc tout bête, il faut que ça fasse nuit. Il faut qu'il se fasse dans le noir, donc tu peux pas tester ça dans ta journée de bureau, il faut attendre le soir déjà. Oui, c'est ça. Voilà. Mais donc là, à force de pas mal de tests, on est très content de cette version qu'on a bien refait jouer, la version définitive a été jouée depuis l'été dernier quasiment à Valmeunier. Par l'éditeur, par Flo avec l'éditeur Greux, qui a fait tester ça à pas mal de monde, et on est vraiment sur quelque chose de plus simple possible et le plus immersif possible. Ok, c'est vrai que du coup moi déjà Flo il me l'a pitché, ça me donnait déjà envie, et le fait, j'ai vu aussi là vous avez sorti 2 teasers, je me suis dit ça a l'air drôle comme jeu, et c'est vrai que ça change un peu j'ai pas l'impression d'avoir vu ce type de jeu d'ambiance dans les jeux qui sont sortis, j'ai pas cette impression. C'est un peu le but, et le fait de voir pas mal de jeux avec la localisation de chez BlackRock, de voir énormément de jeux tous les ans et dans tous les pays, je me dis ça normalement c'est quelque chose qui se fait pas. Donc autant aller voir là-dessus, autant un jeu qui joue dans le noir, un jeu qui joue sur vraiment le sentiment de peur. On a des choses qui sont trash, des choses qui sont angoissantes, mais sur ce sentiment-là, on l'a pas forcément non plus. Donc c'était vraiment super bien de pousser ce curseur-là pour dire vas-y, là on va faire un jeu une sorte d'ovni qui change de tout au tout. Et est-ce que là je n'ai pas lu les règles, mais est-ce que par exemple je sais pas, il y a une playlist Spotify qui va avec pour ajouter une ambiance ou Par contre, il n'y a même pas forcément besoin, parce que le jeu il est assez bruyant en lui-même, parce qu'on demande aux joueurs de faire des choses, et justement, nous c'est la version qu'on a préfère de jeu, c'est limite en plus réel possible, parce que c'est encore pire. En gros, quand tu joues dans un lieu d'escalier, on a l'impression que c'est un truc... Ouais, c'est ça, quand tu écoutes juste une porte qui tourne, qui grince et tout, c'est limite plus flippant qu'une musique d'ambiance. Je peux comprendre que les gens peuvent faire aussi en musique d'ambiance, ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que pour l'instant, on s'est dit, juste sans rien, mais c'est tellement angoissant. Ok. Et du coup, toi, tu travailles sur d'autres protos, d'autres choses que tu as envie de développer, ou c'était juste un coup, tu as eu l'idée, tu as dit ça, faut que je le fasse, mais tu n'as pas forcément la volonté de sortir d'autres choses? Non, moi, en tout cas... je pense que Marc-Antoine a plein de projets, plein de jeux. Non, moi, c'était plus du one-shot, dire, OK, là, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, à laquelle je pense, mais j'ai déjà tellement de choses à côté, en création de jeux de piste, création d'enquêtes, choses comme ça, en événementiel, qui me prend déjà toute mon énergie. Oui, et puis après, si jamais, quand tu fais tes jeux d'enquête et trucs, il y a peut-être une autre idée qui éclore, tu te diras peut-être, mais c'est pas, on va dire, c'est pas ta volonté première de forcément faire d'autres jeux. Exactement, c'est ça. Ok, et du coup, je sais pas si tu as d'autres choses à nous dire sur Antise ou... Non, donc là, Antise, il va être à Cannes. On a l'éditeur a prévu un stand spécifique dans le noir pour faire jouer des parties dans les meilleures conditions possibles alors qu'on est au Festival des Jeux de Cannes. Donc ça, c'est quand même très très chouette. Donc après, on verra ce que là, on a hâte que ça sorte et voir un petit peu la réaction des joueurs. Ok. Au plus, je sais pas si ça va fonctionner. De toute façon, ça, on sait que quand ça sort en vrai. mais en tout cas, c'est vrai que j'en entends pas mal parler en ce moment d'Antise. Tant mieux, hein. C'était vraiment le but aussi d'avoir fait jouer le plus de monde possible en amont, et voilà, donc il y a pas mal de joueurs qui ont pu tester lors du festival des Jeux de Vichy qui était venu. J'ai eu la chance d'avoir accès à une maison qui était
une sorte de maison abandonnée, donc c'est assez sympa niveau immersion pour faire jouer un jeu de maison hantée dans une maison qui s'y prête tellement. Donc ça a créé pas mal de souvenirs aussi, plus les tests qui ont été faits à Valmeunier l'été d'avant. Donc là, on a quand même on a de la chance, pas mal de gens qui sont déjà fervents défenseurs de hantise, donc c'est très bien pour la sortie. Ok, bon bah je vais sûrement me prendre une boîte en tout cas. Ah, avec plaisir. Ok, du coup on va passer du coup dans la deuxième partie du podcast qui est plus où tu vas devoir me donner un peu des jeux pour certaines situations. Oui, c'est son premier lanceur. Du coup, pour rappeler le premier lancé, même si tu en as déjà un peu parlé, c'est un peu le premier jeu ou les premiers jeux qui t'ont fait arriver dans le monde du jeu de société et qui ont commencé un peu ta passion et ton amour pour le jeu de société. Donc là, alors, vraiment en jeu de société pur, je pense un de mes premiers jeux, moi, c'était le jeu Elixir qu'on a tellement pensé étant jeune, étant lycéen. Ce jeu-là, mélange de gages et de jeux de cartes, c'était vraiment très fort. Et à l'époque, je parle vraiment comme un vieux là, mais à l'époque, ça se faisait pas, c'était pas ça du tout. Ces jeux, t'avais que les jeux MB et t'avais quasiment pas beaucoup de jeux, soit rapides, sans beaucoup de matériel avec une immersion assez forte. Et quand j'ai vu ce jeu-là arriver, là, c'était vraiment un peu comme un fou, dire ouais, c'est trop bien, il y a plein de choses, on peut faire pas mal de choses et on a vraiment beaucoup joué. Ah, c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, bon, je vais pas dire que je suis pas non plus 60 ans, mais j'ai quel âge ? J'ai 37 ans. Et du coup, c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, j'entendais que, par exemple, Warhammer, Donjons et Dragons, et quand j'étais au lycée, c'était cartes magiques à fond, quoi. Mais c'est vrai que j'entendais pas trop les autres jeux, quoi. Mais après, je pense que c'était ça qui était très connu à l'époque. C'était t'avais du Warhammer déjà un petit peu, mais beaucoup de Magic. Et que certains vendeurs de Magic avaient commencé à sortir 2-3 petits jeux. C'est à l'époque, le début de Asmodée aussi, je pense. Et voilà. Donc, voilà, quand tu disais, tiens, c'est bien, Magic, c'est très cool, mais quand c'est très dur de faire jouer des gens qui connaissent pas. Et après, il y a tellement de niveaux de différence que c'est impossible à faire jouer. Et donc, il fallait trouver le petit truc qui pouvait faire jouer des potes qui jouaient jamais ou des copines. Voilà, pour dire non, on n'est pas des geeks. Regarde, on fait des jeux pour tout le monde. Donc, on s'en Elixir. Bon, moi, j'étais un peu dans un club au lycée de cartes magiques et on se disait pas geek, mais oui, on était geek. Oui, fallait dire. C'est vraiment facile. Avec du recul, si on y était, quoi. On était bien dedans, je pense. Et du coup, y a-t-il des jeux, même si c'est pas forcément les meilleurs, dans ta ludothèque qui ont une importance particulière pour toi parce qu'ils ont une histoire ou Là, j'ai toute la gamme des jeux de Theme Stories. Ça, c'est très important pour moi parce que c'est comme ça qu'on est initié avec mes potes. C'est une sorte de pacte, faut dire, qu'on se dit qu'on était tous pas forcément dans la même ville, pas forcément on a toutes des activités différentes et c'est toujours assez compliqué de se voir entre potes pour plus que tu aies des enfants, alors c'était foutu. Pour voir qu'on n'est jamais dispo, on s'était dit voilà, maintenant on va se bloquer tous les jeudis soirs et tous les jeudis soirs on va jouer. Et pas d'excuses. Et on va jouer à Theme Stories, on a plein de scénarios à faire, donc on a fait l'intégralité de tous les scénarios et sur plusieurs fois à chaque fois pour pouvoir déjà se voir entre potes, manger des sushis et jouer. C'est drôle parce que moi, Time Stories, c'est un peu le jeu qui m'a fait revenir dans le jeu de société. Parce que j'adore ce jeu. Et c'est vrai que c'est le jeu qui m'a fait revenir. Ça fait peut-être 8 ans à peu près que j'ai joué à ce jeu. Et je me suis dit, mais en fait, depuis à l'époque où je jouais moi aux cartes magiques, il y a des trucs qui se font cool. Et du coup, à partir de là, ça a été un peu la débandade. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a fait revenir dans le monde du jeu de société. Non, je dis en plus, dans ce jeu-là, tu as un côté vraiment immersion qui est vraiment très sympa. Tu vis vraiment des aventures. Et voilà, pour plus que tu as fait un petit peu de jeu de rôle avant, choses comme ça, tu peux vraiment bien l'intégrer et dire c'est une bonne passerelle pour se remettre dans le bain du jeu de société avec des vieux lascars qui faisaient du jeu de rôle ou du Magic avant, quoi.
Par contre, faut pas avoir de problème avec perdre et recommencer. Hein, parce que... Non, c'est un peu le principe. Nous, on était très habitués, c'est au lancer des pourris en faisant du Warhammer, tu connais la CMD. Tu recommences, mais c'est ça qui fait un peu le fil aussi et qui permettait aussi de rejouer ton scénario que tu faisais en 2 soirs. C'était cool, tu savais que tu finis pas, c'est pas du one shot, mais bon, tu allais continuer les semaines d'après. C'est sûr. Et y a-t-il d'autres jeux comme ça? Comme ça, en jeu que... C'est vrai, là, c'est bizarre que je parle que des vieux jeux, mais ouais, on parlait des jeux que je joue encore maintenant, c'est Gang of Four. Là, c'est des jeux de cartes qui sont issus un peu du jeu de cartes classique, qui marche très bien et qu'on faisait, nous, il y a une dizaine d'années qu'on jouait déjà à ça, qu'on joue encore maintenant. Alors que pourtant, il y a pas mal de nouveautés, mais c'est des jeux qu'on aime bien. Après, au niveau... et on trouve... Dans les jeux plus récents, un jeu que je pense beaucoup, c'est quand même je pense que c'est Skull King. Je pense, qu'on joue vraiment beaucoup avec aussi bien les potes que de la famille et que voilà, ça marche vraiment avec tout le monde et ça peut jouer assez vite et c'est assez marrant. Skull King, ce qui est bien, c'est que c'est accessible aux joueurs, non-joueurs. Moi, je sais que dans ma famille, on joue aussi beaucoup à Skull King parce que mon père, par exemple, n'est pas très joueur mais aime beaucoup les cartes. Et Skull King, il s'y retrouve et c'est cool, quoi. Et c'est accessible. C'est exactement. Je trouve que c'est assez accessible pour tout le monde, mais c'est quand même un truc un peu sympa en tant que joueur aussi. Donc ça peut vraiment satisfaire tout le monde lors d'une soirée. Typiquement, comment faire jouer des gens qui ne jouent pas beaucoup. Ça c'est très bien. Et y a-t-il, je pense que c'est un peu la même question, mais y a-t-il des jeux qui ont marqué des étapes importantes de ta vie professionnelle ou même de ta vie personnelle? Au niveau des jeux, au niveau des étapes. Après, en tout cas dans la vie pro, oui, ce que c'est que typiquement Micro Macro, ça m'a un petit peu. C'est plus mon étape de vie pro comme chez BlackRock, sur un jeu que j'ai défendu du départ dès la sortie, même avant la sortie. C'était un projet que je croyais vraiment à fond et que c'était un peu ma révélation, un peu de dire waouh, ça c'est un truc de fou qui va arriver. Et le fait qu'il soit arrivé ensuite, ça m'a fait vraiment vraiment chaud au cœur, parce que c'est de l'ego ou de la fierté peut-être aussi, mais c'était très chouette de voir ça, et ça fait aussi un autre tournant aussi au niveau perspective de qu'est-ce qu'est la localisation, même vis-à-vis de l'étranger. BlackRock a localisé ça a bien marché, ça donne vraiment une sorte de valorisation et de une crédibilité aussi avec tout le monde, quoi. C'est sûr. Puis pour le coup, oui, Micro Macro, c'était, on va dire, c'était une pleine réussite. Il a vraiment bien marché. Et en partant de localisation, est-ce que vous aussi, dans vos éditeurs, vu que vous avez quand même des contacts étrangers par le biais de la localisation, est-ce que ça vous arrive de vous occuper du coup de l'exportation des jeux dans d'autres pays de vos éditeurs français? Oui, alors moi, je suis pendant de l'import, si tu veux, mais après, oui, chez BlackRock, il y a une équipe localisation, une équipe export, qui sont 5 aussi, où leur job, c'est de vendre des jeux de BlackRock à l'étranger. D'accord. Donc, il y a un service complet pour ça, et donc là, au moins distribué dans au moins 48 pays, quasiment une cinquantaine de pays. Donc, il y a des jeux d'éditeurs français se retrouvent dans de nombreux pays. Ok, très bien. Et du coup, en ce moment... Y a-t-il un jeu que tu sors beaucoup, un ou plusieurs jeux que tu sors beaucoup en ce moment? Flip 7. Flip 7, depuis l'été dernier, je le sors vraiment beaucoup. C'est toujours pareil, je suis beaucoup avec des gens qui ne jouent pas. Voilà. Et donc c'est assez compliqué pour montrer, je peux faire jouer des jeux experts, c'est pas possible. Mais Flip 7, ça va tellement partout, on peut jouer même pendant un repas, au resto, tu peux jouer n'importe où. Donc ça c'est vraiment, vraiment très chouette et c'est un peu le jeu que je montre à tout le monde. Je dis, regardez, ça va bientôt arriver, vous allez voir, c'est comme le casino, c'est comme du blackjack, vous allez voir. Et donc on fait vraiment pas mal de parties. Flip 7, c'est le jeu avec la boîte un peu argentée brillante, c'est ça? Exactement, ouais. C'est un jeu où tu vas être un peu comme au casino, le but c'est pas d'avoir de double, et tu as des cartes, t'as 12 cartes 12, 11 cartes 11, une carte 1, voilà, t'as des cartes qui sont réparties de 1 à 12, et le but c'est de faire des suites de plus longues possible sans avoir de doublons.
D'accord. Et donc, en gros, c'est tout bête, c'est on tire une carte. Est-ce que tu veux en tirer une autre ou pas? Est-ce que tu veux arrêter là et sécuriser ta mise, ou est-ce que tu veux continuer et essayer d'avoir le plus de points possible? Parce que les points que tu as, ça sera les valeurs des cartes que tu as devant toi. Ça, voici les règles du jeu. C'est ultra simple, mais c'est tellement addictif. Ouais, c'est vraiment très, très addictif. Et y a-t-il une nouveauté chez BlackRock ou autre que tu attends En nouveauté, nous, en jeu qu'on attend beaucoup, nous, je dis nous, mais moi aussi, un jeu joueur, ça s'appelle Etherstone, c'est un jeu de Sandergriff. Sandergriff, ils ont fait Darwin Journée. Et là, Etherstone, bon. Ouais, c'est avec Simano Luciani qui adore les Magic, qui a voulu faire un jeu de société un peu à la Magic, avec des cartes et des dés. Et c'est un jeu qui sera pour la fin d'année, qui va ravir tous les joueurs de Res Arcana et tous les joueurs de Magic, je pense. On est sur on va créer notre deck de cartes avec des factions différentes, et le but, ça sera de faire des combinaisons de cartes pour avoir un maximum de points possible. C'est très bien expliqué. Mais là, tu m'as pas expliqué, mais tu m'as juste dit Res Arcana, Magic et Simone Luciani. Rien que ça. Normalement, les dessins, ils sont fous. Ouais. Je pense, voilà, c'est exactement ça. Faut prendre. C'est ça, tu prends Paolo Voto pour les illustrations, Simone Luciani pour les règles, et mélange de Res Arcana, Magic, un peu Veil of Eternity, mais au niveau jeu expert. Là, on est sur une très bonne combo. Nous, pour l'instant, on adore. On a hâte que ça sorte. Et ça sort quand, ça, du coup? Normalement, ça sortira pour fin d'année, là, pour octobre, je pense. Ok, très bien. Du coup, on va arriver du coup dans la dernière partie de ce podcast, qui est plus un petit jeu. Du coup, pour ceux qui ont maintenant l'habitude d'écouter, c'est tu arrives sur une île déserte. Un peu à la Lost, tu n'es pas le seul sur l'île, il y a d'autres tout seuls, et du coup tu as le droit de prendre uniquement avec toi 5 jeux, donc si tu peux me les donner, pourquoi tu prends cela? Alors, suite à ce cas désespéré, je pense qu'il faut prendre un jeu qui s'appelle Totem. Parce que si on n'est pas tout seul, si on veut faire du contact avec les gens, il faut quand même créer de l'empathie, et il faut pas qu'on se mette sur la gueule. Donc je pense que Totem, c'est sympa pour valoriser les gens et pour faire un échange un petit peu pour créer de l'empathie. Donc je pense que ça, c'est une première chose qui est intéressante pour pouvoir survivre. Moi, j'aurais quand même mis, après, pour se détendre, encore Flip 7. Je trouve que ça, c'est très cool pour pouvoir se détendre, parce que c'est très simple, et on pourra faire quelque chose avec, on pourra faire quelque chose, moi, pour se changer les idées sur cette île. Il y a un jeu qui s'appelle, Débrouille-toi. C'est un jeu qui s'appelle Débrouille-toi. Ok, je connais pas celui-là. C'est un jeu qui était sur une seule deuxième émission, qui c'est le droit de perdre. C'est ce jeu-là, en fin de compte, tu as des outils. Tu pars en mission et tu dois mettre des outils avec toi. D'accord. Et en gros, le but, c'est vous arriver à justifier pourquoi tu n'as pas pris les bons outils. Donc c'est une question d'impro, et c'est comment se débrouiller avec n'importe quoi. Donc je pense que si on est sur une île déserte, c'est intéressant avec 3 outils, et comment arriver à trouver la solution qu'avec une casserole, avec une feuille de bananier et un coquillage, on arrive à faire fuir des guépards, quoi. Voilà. Ouais, un truc, d'accord. Un peu ce principe-là, donc ça ça peut être assez sympa aussi. Au niveau des jeux, pour le 4e jeu, je pense qu'il peut être intéressant de prendre un jeu j'appelle ça un jeu de gestion, mais oui, de prendre quelque chose pour pouvoir survivre. Moi, j'aurais plus pris c'est Survive to the Island. C'est bien, sur l'île déserte. Comme ça, moi, ça nous apprend à survivre aussi. Ouais, c'est la nouvelle édition de The Island, c'est ça? C'est ça, exactement. Okay, ouais. Je pense que là, ça s'y prête tout bonnement sur l'île. Voilà, comme ça, au moins, tu sais faire, et tu sais que malgré tes parties de totem, tu dois faire des coups de pute quand même. Si tu veux survivre, c'est quand même intéressant. Voilà. Faut quand même que tu sois quand même le dernier, quoi. C'est ça. Faut quand même qu'on soit le dernier. Et le dernier jeu, il faut quand même chercher le nom, que j'ai que le nom en japonais. C'est un jeu qui n'est pas sorti encore, qui sortira peut-être un jour. Malheureusement. Ah ouais. Voilà.
Je suis en train là, je suis désolé pour le podcast, je suis en train de chercher le nom. Alors, je vais expliquer le principe de ce jeu-là. C'est un jeu japonais trouvé à la Gen, à SN. En vacances, ce jeu-là, on doit construire notre langage pour pouvoir communiquer entre nous et nous faire passer des messages. Et je pense que ça, c'est super intéressant. Comment créer un langage commun avec des mots et arriver à faire comprendre malgré qu'on parle pas la même langue. Je pense que quand on est sur une ligne déserte, c'est super intéressant de trouver un moyen de communiquer. Donc, ce serait mon dernier jeu. Je vais vite vous trouver le nom de ce jeu parce que j'ai que le nom en japonais, mais je ne sais pas lire le japonais, donc c'est un peu compliqué. Ouais, surtout que c'est pas la langue la plus facile à lire. C'est pas la plus facile à lire, mais ce serait vraiment ce type de jeu-là. Donc vraiment, le but c'est de créer un langage et après arriver à créer des phrases et arriver à vraiment à communiquer avec ce langage-là et créer vraiment une. Et du coup, c'est un langage inventé que tu dois réussir à inventer pour pouvoir. On doit inventer un langage avec des sons. Et ces sons-là doivent identifier des mots. Et grâce à ça, on doit créer après des phrases et arriver à s'exprimer correctement avec ce langage-là. Et à faire passer des messages. C'est assez barré. C'est super intéressant. C'est vraiment une expérience de fou. Pas dans l'état parce que c'est un jeu qui est assez long, mais c'est vraiment une expérience de fou. Donc je pense que quand on est sur une île déserte, c'est super facile de prendre du temps pour faire ce jeu. Ça serait bien. Je suis juste en train de trouver le nom, mais malheureusement je l'ai pas là. Donc... ok. Et du coup, parce que là tu disais que c'était un peu long, ça me fait penser à une question. Est-ce que ça vous arrive du coup, par exemple, je dis n'importe quoi, et vous voyez un jeu à l'étranger qui est incroyable, mais du coup qui est peut-être un peu long ou peut-être mal équilibré ou je sais quoi. Est-ce que ça vous arrive de quand même de localiser le jeu, mais du coup de le peaufiner pour qu'il sorte de meilleure des façons en France, ou vous le prenez tel quel? Quand c'est des jeux, généralement, les jeux, des fois, quand il nécessite un retravail aussi bien sur la règle que sur le visuel, surtout, ce sera un éditeur qui va le faire et donc qui va retravailler ça. Le but, c'est que que le jeu sorte le mieux possible. Donc, avec l'accord de l'éditeur, le but, c'est de retravailler le jeu pour qu'il soit le mieux sur le marché français. Si le jeu il est vraiment compliqué, peut-être que l'éditeur va seulement acheter les droits du jeu, mais pas le faire en tel quel, mais juste garder l'idée et refaire un travail complet d'édition pour proposer un jeu d'inspiration, le jeu initial du Japon typiquement, mais par contre en créant un nouveau jeu. D'accord. Du coup, après, c'est des questions de contrat. On choisit soit de le faire tel quel, parce que le jeu fonctionne tel quel, ou peut-être des fois on change juste ou le titre ou la cover, un peu comme un film, ou des fois de prendre d'acheter la mécanique du jeu, mais de la resimplifier ou de la recomplexifier, en tout cas de l'adapter au marché, mais que ça soit pas le même jeu, ça soit juste la mécanique du jeu qui a été prise. Si je exactement, c'est ça. Le but, c'est on prend juste la mécanique, ou après on refait, ou typiquement aussi on refait des fois tous les visuels qui sont pas adaptés au marché français. Oui, c'est sûr. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Surtout que c'est un peu comme les films, un peu comme tout objet culturel. Il y a chaque pays et chaque peuple a un peu ses cultures. Du coup, il y a des fois des choses qui peuvent heurter, des choses qui peuvent pas fonctionner parce que des fois c'est pas les bonnes colorimétries, c'est pas les bonnes X ou Y quoi. Et du coup, c'est important quoi. Exactement, on raconte c'est c'est un produit culturel, donc ça nécessite une adaptation culturelle. En gros, il faut adapter sur la culture du pays. Et des fois, c'est juste au niveau des couleurs que nous, on n'a pas la même référence du tout. Voilà, faut changer ça, quoi. Moi, j'avais appris ça un peu dans des livres, même quand j'avais fait une école de ciné. C'est vrai que la couleur ou même les visuels dans certaines coutumes, ça veut dire beaucoup. Par exemple, rien que le rouge, par exemple au Japon et en France, ça veut pas dire la même chose. Donc c'est vrai que c'est important pour que ça puisse fonctionner, en tout cas le jeu puisse fonctionner, de lui donner en tout cas les meilleures les meilleures solutions quoi. C'est ça qui est aussi très intéressant dans les échanges et dans les voyages qu'on peut faire au niveau du jeu, c'est qu'on se rend compte que nous, des évidences pour nous ne sont pas du tout les mêmes, alors qu'on est juste à côté. Typiquement en Allemagne, quand tu as pour eux, tout ce qui est marron, c'est joli. Le marron, c'est l'artisanat, c'est fiable, c'est bien. Et nous, en France, on déteste le marron parce qu'on trouve ça moche. Ouais. Et ça, voilà. C'est que des. Et parce que voilà, ça fait penser à plein de trucs. Mais voilà, donc et pourtant, on est juste à côté. Donc, imagine les différences culturelles avec le Japon, ou avec le Chili, choses comme ça qui sont un peu différentes. Ok. Donc, juste une petite. C'est bon, je vais retrouver le nom du japonais. Alors, mon 5e jeu, c'est
Gibberish. Gibberish, ok. Voilà, c'est le jeu où on a créé notre langage. Ok, cool. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour cette heure passée avec nous. C'était très cool. On a appris plein de choses. Et du coup, j'espère que Antise va fonctionner. Et qu'on se croisera peut-être, du coup, moi je serai à Cannes, du coup, on se croisera peut-être à Cannes. Alors, avec plaisir. Ok, cool. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le temps et je souhaite une bonne écoute à tout le monde.